Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Ah. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, à vous ici présents, dans la salle, en présentiel, et puis aussi à toutes les personnes qui vont suivre cette conférence gratuite en ligne. C'est vraiment un moment précieux qu'on va vivre ce soir. Et cette soirée est organisée par Réseau, l'école de méditation. Voilà, c'est une association qui vraiment place au cœur de son engagement la possibilité de rester humain grâce à la méditation, à la philosophie, à l'art et aussi à la poésie. Je m'appelle Mathieu Brégégère, je suis co-directeur de Réseau et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Fabrice Midal, qui est le fondateur de notre réseau, de notre école de méditation. Et ce soir, c'est vraiment particulier parce que Fabrice va nous présenter son nouveau livre. Et si nous étions tous un peu chamans? Et c'est vraiment un champ qui s'ouvre dans Réseau, dans l'école de méditation. Et j'ai eu la chance, je dois le dire, de pouvoir lire cet ouvrage en avant-première. Wow. Ouais. Et c'est vrai qu'il m'a particulièrement frappé. Le chamanisme n'était pas vraiment un espace qui était connu pour moi. C'est grâce à Fabrice, grâce à son travail, que j'ai découvert ça. Et il y a ce week-end une phrase qui m'est revenue, qui m'a percuté. C'est « Nous croyons souvent que nous sommes séparés du monde, alors que nous sommes déjà dedans ». Et ça m'a percuté alors que j'étais tout simplement avec mes enfants. J'étais au parc. Et je dois avouer que je n'étais pas vraiment là. J'étais physiquement, j'étais avec eux, mais pas vraiment présent. Pas mal je pense à plein de choses, comme à plein de moments de ma vie. Et là, j'étais pris par quelque chose. Et à un moment, je vois mes deux fils, c'est des jumeaux qui ont 10 ans. Et je les vois complètement pris, comme si c'était le spectacle de leur vie près d'un arbre. Comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et là, ça m'attire. Tout d'un coup, ça me ramène à la présence. Et j'y vais voir. Et ils regardaient une fourmilière qui était là. Bon, au début, je dis, ouais, super, sympa. Et puis, je commence à regarder, à être avec eux, à mettre à côté d'eux. Et puis, vraiment, là, pendant un moment, quelque chose, tous les trois, avec cette fourmilière, nous a reliés comme, je sais pas, comme jamais. Quelque chose au vivant. Et je crois que ce livre, c'est ça, c'est se retrouver et se relier au vivant. Et ce moment-là, qui a l'air anodin, depuis samedi où ça a eu lieu, il m'en parle tous les jours. T'as vu, papa, la fourmilière? Ouais, ça crée un moment, je sens qu'on en parlera encore dans 10 ans. Et donc voilà, c'est ça, être un peu chaman, c'est tout simplement ça. En tout cas, Fabrice va nous montrer aussi comment. Je suis sûr que la lecture de cet ouvrage, à un moment ou un autre, va vous attraper à un endroit que vous imaginez même pas. Et donc ce soir, Fabrice nous fait un véritable cadeau en nous offrant cette conférence gratuite ici pour vous et aussi pour tout le monde qui regarde. On vous souhaite une excellente soirée. Je laisse tout de suite la parole à Fabrice et à tout à l'heure. C'est à toi, mon cher Fabrice. Merci. Merci Mathieu et bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment très singulier de parler du chamanisme, des chamans. C'est quand même tout à fait étrange. Et je suis moi-même un peu étonné. On vit dans un monde aujourd'hui qui se vit comme rationnel, scientifique, technologique. On a fait plein de choses, on a envoyé des gens dans l'espace, on a inventé l'intelligence artificielle, qui ne devrait pas s'appeler intelligence. On peut traverser les continents. En une journée, on peut communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Et c'est étrange qu'on parle de chaman dans ce monde-là. Il pourrait y avoir quelque chose de complètement incongru. Et je me demandais pourquoi vous écoutez et pourquoi, plus largement, il y a un intérêt majeur du chamanisme qui est très nouveau. Et je crois que c'est parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans notre manière de vivre qui manque. Qu'on sent, je ne sais pas, c'est très difficile à dire, qu'il y a quelque chose qui nous manque, comme nous sentons tous une sorte d'épuisement, peut-être personnel, mais aussi de nos sociétés. Qu'on fait ce qu'il faut faire, on accomplit nos journées, mais il y a quelque chose de vide.
Et comme Matthieu le disait dans l'exemple avec ses enfants, avant de se rendre compte qu'il n'était pas présent avec ses enfants et d'entrer dans le monde vivant avec ses enfants, on ne peut pas dire qu'il était malheureux, mais il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui fait défaut. Et on va peut-être commencer par là, par essayer de voir cette chose que le chamanisme peut nous offrir. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout le côté un peu exotique. C'est en quoi le chamanisme nous parle à nous aujourd'hui. Et je crois que la première chose, et du reste, je crois que c'est ce qui vient en premier, c'est que nous nous sentons un peu isolés dans un monde qui nous devient étranger. On a appris, et j'en parle souvent dans mes livres depuis de très nombreuses années, nous vivons sans tout à fait bien nous en rendre compte, avec une sorte de conception que la nature est un décor, que les animaux sont des ressources, que les arbres c'est du bois. Et doucement, imperceptiblement, ce rapport au monde s'est retourné contre nous. C'est-à-dire le monde est devenu silencieux, le monde est devenu indifférent, peuplé de choses, mais vide de présence. Et au fond, le chamanisme nous rappelle que les êtres humains, dans toutes les civilisations, ont vécu dans un autre rapport au monde, que c'était possible, que c'est pas, qu'on n'est pas fou de sentir qu'il y a un truc là qui est quand même pas possible, que ce silence n'est pas la vérité du monde, qu'on a peut-être même qu'on a appris ce rapport déglingué au monde, et que ce qui a été appris peut être désappris, et qu'on peut peut-être désapprendre ce rapport, il faudrait inventer un mot, dévivant, comme on dit, déshumanisant, qui enlève le vivant, qui dévitalise. Dévitalisé, voilà. On vit dans un monde qui est dévitalisé. Vous savez comment quand il y a une dent qu'on dévitalise, ben, elle est plus vivante. Eh ben, on vit dans un monde qui est dévitalisé. Les arbres sont dévitalisés, la terre est dévitalisée, tout est dévitalisé. Et c'est beaucoup plus complexe et sournois qu'on ne le croit d'abord. C'est très très subtil comme on dévitalise le monde. Deuxièmement, on sent que notre... Et là aussi c'est difficile à nommer, puisque le monde chamanique pense des choses que nous ne pensons pas. Donc on est un peu piégé avec le langage. Mais disons très simplement, comme ça, dans notre langage à nous, on dirait, nous sentons bien que notre vitalité, il y a des hauts et des bas, ça fluctue. Qu'il y a certaines périodes où on se sent bien, il y a des périodes où on se sent vide, et on n'a aucune idée de comment agir dessus. Peut-être, sauf peut-être manger un peu de chocolat. Mais on ne sait pas trop comment agir dessus. Et le chamanisme est l'art de travailler ce sens de vitalité. Mais vitalité, c'est beaucoup plus profond. Nous, on dit « Ah oui, je suis juste, le mot à la mode, je suis stressé » ou « je manque de sommeil » ou « c'est dû aux circonstances ». Et le chamanisme propose une autre lecture qui a une force de vie en nous, qui se nourrit de certaines choses et qui peut s'épuiser par d'autres, et qu'on peut apprendre à nourrir, cultiver, protéger, et que ce n'est pas un truc de magique, complètement bizarre, mais il y a une intelligence du vivant que nous avons perdue, et c'est un des grands axes du livre, qui est un livre pratique, c'est pour ça que ça s'appelle le cahier, parce que c'est un livre pratique où je donne plein d'exercices, mais un des grands axes, c'est comment essayer de renforcer ce souffle de vie. Peut-être souffle de vie, c'est un peu plus juste. Troisièmement, troisième cadeau que nous fait le chamanisme pour nous, disons, qui pourrait expliquer pourquoi on a un intérêt, c'est que
on est un peu perdu par notre souffrance. Nous avons un rapport à la souffrance dans notre monde comme une histoire entièrement privée. J'ai un problème, je souffre, qu'est-ce qui ne va pas dans mon histoire, qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou qu'est-ce que les autres ont fait de mal qui fait que je vais mal. Mais en plus, la culture du bien-être de notre société ne nous apprend pas à nous relier à la souffrance de manière responsable, mature, intelligente, en prenant au sérieux l'existence de notre souffrance, qui appelle à un vrai travail pour être apaisé, transformé, soutenu. Et le chaman dit quelque chose qui est peut-être difficile à entendre, mais que nos souffrances ne sont pas que des accidents à effacer, mais sont porteurs d'une invitation à un appel, une écoute, une transformation, un sens, et qui a là une invitation à aller dans une profondeur que notre monde n'a plus trop l'habitude d'envisager. Je vais un peu vite. J'ai beaucoup enseigné dessus. Et sur les... Pour pas besoin de revenir ici. Et puis, quatrièmement, on a le sentiment que nos vies manquent de profondeur, de forme, de sens. Alors, les gens appellent ça le sens. C'est très complexe de comprendre ce que veut dire le sens, mais il y a quelque chose qui est un peu vide. Et on a du mal à... Les jours se succèdent, on a du mal à faire qu'il y a des jours qui ont une coloration plus particulière. Alors, c'est très étrange, parce que le chamanisme, là, c'est vraiment une tradition de rituel, mais pas du tout au sens actuel du mot rituel, une sorte de protocole un peu figé, mais au sens d'une action qui a un poids profond, différent des autres, un acte qui a un pouvoir de transformer le rapport au temps, le rapport à la vie, qui engage le corps, et pas seulement l'intention. Et donc c'est vraiment sortir de l'indifférenciation. Je crois que le chamanisme nous apprend à sortir de l'indifférenciation, réintroduire de la forme dans la vie. Et puis, cinquièmement, parfois on a l'impression qu'il y a une part de nous-mêmes qui est manquante. Que quelque chose, oui, nous sommes coupés d'une partie de nous-mêmes, et ça n'a pas trop de sens dans notre langage, et pour le chamanisme, les êtres humains peuvent perdre des parts de leur âme, et il y a beaucoup de rituels, et c'est aussi un grand axe du livre, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la perte d'âme et comment retrouver ce qui a été perdu. Et il y a un voyage à faire qui n'est pas littéral, mais quelque chose de réel. On peut retrouver des parts de soi qu'on a perdues pour survivre et qui attendent qu'on vienne les rechercher. Sixième peut-être leçon, nous vivons dans un mode de présence au monde tout à fait étroit. On pense, on planifie, on calcule, mais avec vraiment, c'est très rétréci. Et c'est pas très facile à comprendre, mais dans mon langage, nous vivons dans une sorte d'excroissance extrême de la conscience. Nous sommes, pour nous, le rapport au monde passe par la conscience. Tout le monde parle de conscience. Et je crois que le chamanisme nous parle d'états de présence qui sont beaucoup plus vastes que simplement être conscient de, mais qui passent par la sensibilité, par le corps, par l'imaginaire, l'intuition, énormément de modalités qui ne dépendent pas de la conscience, mais nous sommes enfermés dans la conscience. Alors ça, c'est ma manière de dire. Dans le langage habituel, on appelle ça des états modifiés de conscience qui
Donc le chamanisme nous apprendrait à découvrir d'autres états de conscience que les consciences habituelles. Personnellement, je trouve que ce vocabulaire n'a pas de sens, mais je le mentionne pour que, comme c'est comme ça qu'on parle, pour que vous compreniez. Mais évidemment, ça n'a strictement aucun sens, parce qu'un état, par nature, est modifiable, parce que si un état n'est pas modifiable, ce n'est pas un état. L'état gazeux peut devenir liquide, sinon ce n'est pas un état, donc état modifiable. Ça ne veut, en français, strictement rien dire, c'est un pur pléonasme. La conscience, on ne sait pas ce que c'est, et en plus, ça réenferme les êtres humains dans la conscience, alors que le problème, c'est la conscience. Donc, déjà, on tourne... Donc, état modifié de conscience, je trouve que c'est extrêmement problématique. Mais peu importe, ce qui est important de comprendre, ici, en tout cas, c'est d'ouvrir le champ de présence, et je pense que c'est plus simple, ce que je dis, voilà, c'est beaucoup plus simple. État modifié de conscience, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc les gens aiment bien employer des mots que personne ne comprend, ça fait très très savant, mais si on parle plus simplement, il n'y a pas que la conscience, il y a la présence, il y a le corps, il y a la sensibilité, il y a l'imagination, il y a l'intuition, il y a les émotions, et tout ça sont des modalités de rapport au monde qui nous ouvrent à une vraie connaissance. Voilà, c'est un peu... Et peut-être, dernier point, je n'ai nommé 7, j'aurais pu... C'est pas définitif. Le chamanisme pense que un être humain ne s'accomplit pas seul. Que nous vivons. Y a pas, le chamanisme, c'est d'abord une pensée d'un rapport. L'homme, l'être humain, trouve sa place, se déploie et peut guérir en lien avec d'autres. Ce qui est aujourd'hui un grand point. Quelque chose qui manque profondément à nos sociétés. Par exemple, si vous allez mal, vous allez voir peut-être un thérapeute. Mais ce n'est pas du tout un processus collectif. Quand vous avez des enfants, c'est une des choses que tous les spécialistes de l'enfance soulignent. Autrefois, il y avait un village qui éduquait un enfant. Aujourd'hui, les parents sont bien seuls avec leur enfant. Donc il y a vraiment un isolement... et le chamanisme nous montre que cet isolement est anormal, est une anormalité très profonde, et qu'il faut absolument sortir de ça. Et que ce n'est pas ce qu'on croit, parce que dans notre monde, on croit que le fait qu'il y ait une sorte de communauté, ça veut dire qu'on danse la danse des canards ensemble et qu'on est copains-copains. Mais ce n'est pas du tout ça dont il est question. C'est juste qu'il y a un tissu de liens et de relations qui construisent... qui constitue l'individu. L'individu n'existe pas comme un individu. En fait, c'est une... Donc voilà quelques éléments qui, à mon avis, peuvent essayer de rendre raison. Pourquoi le chamanisme? Alors, mon rapport au chamanisme n'est pas du tout né dans une bibliothèque, et il n'est pas venu en réfléchissant à cette situation, pas du tout. Et c'est pas venu dans un séminaire que j'aurais fait d'études des religions. C'est venu il y a très longtemps dans les montagnes du Colorado. J'étais engagé à l'époque dans la méditation et je faisais un séminaire de quelques mois pour apprendre à méditer. Et voilà, et moi j'étudiais la philosophie et le bouddhisme et la méditation, et j'avais envie de voir clair dans mon esprit et d'essayer de me comprendre. J'avais vraiment un immense désir de comprendre. Et j'avais la conviction, qui n'est pas du tout une mauvaise conviction, qu'une part de la souffrance vient d'un manque de clarté envers soi-même, et que la méditation, en permettant de voir plus clairement et en étudiant le bouddhisme, je verrai plus clair. Mais, à un moment, il y a quelque chose qui était à la fois très sincère, mais qui me faisait un peu... J'étais un peu... Même si c'était tout à fait... Il y a une part de justesse, mais j'étais un peu enfermé dans cette volonté de comprendre. Et c'est dans ce contexte qu'il y avait plusieurs maîtres tibétains qui étaient là. Et un jour, j'ai été voir un de ces maîtres
pour lui parler un peu de mes doutes, de mes questions. J'étais un tout jeune homme. Et il m'a beaucoup questionné. Et on a passé un peu de temps, et il m'a dit de revenir quelques jours plus tard, qu'il allait réfléchir à mes questions. Et j'avais été très, très frappé par l'intense attention qu'il avait à ce que j'essayais de dire, qui n'était pas si clair pourtant. Et puis, quand je suis revenu le voir, il était dans un tout autre état d'esprit. Il était plus du tout. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer parce que c'était comme si c'était pas tout à fait la même personne. Il avait changé. Il avait quasiment changé de personnalité. Je reconnais bien que c'était le même, mais c'était avant. Il avait l'air. La première fois, le premier entretien, je me souviens, il ressemblait vraiment à un maître bouddhiste savant, sérieux, qui allait éclairer mes questions et m'apprendre encore plus de choses. Et puis là, il était... j'aurais pas du tout dit ça à l'époque, mais maintenant c'est vraiment frappant. Il était extraordinairement enfantin. Un peu, oui, extrêmement enfantin. Et puis, il s'est levé de sa chaise, et puis il est venu à côté de moi, il a posé sa main sur mon crâne. Après, enfin, j'avais des cheveux à l'époque, j'avais même des cheveux longs. Et ça a été tout à fait très simple. Je suis un peu déçu, parce que là, vous êtes un peu déçu, parce que je ne me suis pas envolé, je ne me suis pas transformé. Mais mon état d'esprit a beaucoup changé. Il a gardé sa main sur ma tête, et il y avait une qualité de présence et de, je disais, d'enfance, et toute l'atmosphère avait changé. Et à ce moment-là, j'ai complètement explosé en sanglots. J'ai senti que tout se rassemblait et que j'entrais dans une autre dimension. Le monde séparé, le monde de mes problèmes, mes pensées, mes sensations, mes sentiments, ce que je devais faire, qui j'étais. C'est comme si d'un seul coup, tout se réunifiait autrement. Et c'était... et d'un seul coup, je voyais que mon problème n'était pas que je n'avais pas compris, mais l'entièreté des efforts que je faisais pour essayer de fonctionner, de faire ceci ou de faire cela. Et après, il est venu et il m'a soufflé dans l'oreille. Et j'avais aucune idée de ce qu'il faisait parce qu'il n'a absolument rien expliqué. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas toujours très bien ce qui s'est passé. J'ai eu encore une fois aucune vision spectaculaire. Mais c'était très déroutant parce que mon rapport au monde était complètement désorganisé. C'est-à-dire la manière dont je voyais les choses était désorganisée. Les inquiétudes que j'avais, très très importantes, pourquoi il fallait absolument que je le voie, n'avaient plus aucune importance. Et j'avais aucune réponse, mais mes questions n'étaient plus des questions. Donc il y avait vraiment quelque chose, un état d'arrêt et de déroute. Et c'est comme si je voyais alors que j'étais... C'est comme si avant, je me rendais compte que je croyais voir la réalité, mais je voyais en fait beaucoup de choses à travers une sorte d'écran. Mes problèmes, mes pensées, c'était un peu comme sur un écran. Et c'est comme si cet écran se fissurait. Ce n'est pas du tout une expérience mystique, c'est une expérience de très grande simplicité. Le monde se réouvrait et
Et puis après, donc il a gardé sa main, il a soufflé, puis après il a remis sa main, et je pleurais, et puis... moi, je ne parlais pas tibétain. Il y avait un traducteur qui avait l'air tout à fait étonné de la situation, et qui était là, et qui traduisait de temps en temps. Voilà, il n'a pas dit grand-chose, mais à un moment, il m'a dit, et là, je m'en souviens comme c'était aujourd'hui, il faut quelque chose comme comprendre que les Tibétains, que la tradition que tu reçois ne considère que l'être humain perd souvent son lien avec le principe de la vie. Et là, j'étais vraiment... ça, je m'en souviens, parce que c'était... Mais je n'avais pas du tout pensé à ça. Et c'est ce que j'appelle aujourd'hui la dimension chamanique du monde tibétain, qui a été étudiée. Pendant longtemps, on a présenté le monde tibétain uniquement d'un point de vue bouddhiste, un peu scolaire, parce qu'il y a toute cette tradition qui existe aussi. Mais à côté de ça, il y a toute une tradition chamanique. Et ça a été ma première initiation. Et après, j'ai reçu beaucoup d'enseignements de comment on fait pour entrer en rapport à un monde plus magique, en rapport que le monde est habité, qu'il y a un monde magique, en fait que le monde est magique, qu'on peut entrer en rapport à cette magie, qu'il y a une magie du monde, et qu'on peut cultiver cette force de vie, qu'on peut sortir de cette coupure radicale dans laquelle on est enfermé, et qu'au fond, ces grands enseignements, tous les hommes le connaissent, tous les êtres humains le connaissent, mais que nous l'avons perdu, et qu'il est important de le recevoir. Donc ça a été le début, et il se trouve qu'un peu par chance, j'ai rencontré des maîtres qui parlaient de ça, parce qu'il y en a très peu. La plupart des maîtres tibétains vivent ça, mais n'enseignent pas ça. Et pour des tas de raisons qu'on peut très bien comprendre, les Occidentaux, avec leur rationalisme et tout, les maîtres tibétains, quand ils sont venus, ils ont essayé de répondre aux demandes des Occidentaux. Et donc, ils ont essayé de montrer, ce qui est tout à fait aussi au cœur, toute la science de l'esprit propre à la tradition bouddhiste. Et ils ont peu enseigné dessus, et ça m'a beaucoup nourri. Et quand j'ai fondé Réseau, j'ai toujours pensé qu'il fallait transmettre des pratiques de méditation, il fallait transmettre les pratiques d'amour, parce que la grande leçon de la méditation, c'est pas juste d'être présent, mais c'est d'entrer dans l'amour, apprendre à s'aimer, à aimer le monde, c'est très important. Et puis, cette dimension chamanique. Et au début, j'en ai parlé, j'en ai un peu parlé au sein de Réseau, et puis je réfléchissais, après avoir fait quelques cours en ligne, à dire un peu des choses dans un livre, mais j'ai pas mal hésité à écrire le livre. Alors j'ai d'abord hésité, je voudrais là maintenant essayer d'exposer un peu les difficultés, parce que je pense que vous avez les mêmes que moi. Le premier hésitation, c'est la peur du malentendu, parce qu'il n'y a pas plus sujet à malentendu que le chamanisme. En écrivant mon livre, j'ai lu pas mal de livres pour le grand public sur le chamanisme. Ça n'a aucun rapport avec ce qui, moi, m'a touché, m'a intéressé. Et après, il y a des livres très, très, très passionnants d'ethnologues sur le chamanisme. Ça, c'est vraiment passionnant, mais les gens les connaissent peu. On connaît surtout tous les gens qui se disent qu'ils sont chamans. Donc moi, j'ai mis « nous sommes tous un peu chamans », un peu pour couper l'idée qu'il y a des êtres un peu privilégiés qui sont chamans. Pour des tas de raisons, on verra si dans les questions, les chamans n'ont de sens qu'au sein d'une société, d'une culture. C'est pas sûr qu'on puisse être chaman en France aujourd'hui. Mais on peut retrouver quelque chose de le rapport au monde chamanique qui pourrait nourrir notre propre vie. Voilà. C'est ça que, par exemple,
ces maîtres tibétains m'ont enseigné, ils ne m'ont pas appris à devenir chaman. Ils m'ont appris à retrouver un rapport plus ample avec le monde. Donc le premier, c'est la peur du malentendu. Est-ce qu'on peut employer le mot sans provoquer de très grands malentendus, toute sorte d'exotisme, ou alors un truc un peu new age fait de promesses douteuses, de stages improbables, de croyances invérifiables, ce qui n'est pas du tout, moi, qui ne m'intéresse pas du tout. Puis la deuxième raison pourquoi j'ai hésité, c'est que moi, je ne suis pas du tout chaman. Et je prétends pas du tout l'être. J'ai aucun pouvoir particulier. Moi, je suis vraiment juste un pratiquant, un philosophe. Donc, je voulais trouver un peu la juste place. Ne pas parler à la place de ceux qui vivent ces traditions, tout en essayant de transmettre ce que leur fréquentation m'a permis, moi, de comprendre et en quoi, moi, ça m'aide dans ma vie. Donc, c'est plutôt ça. Comment ça m'aide et comment ça pourrait aider les gens. Donc c'est ça que le livre s'ouvre sur le fait que je ne suis pas chaman, mais je le suis juste un peu comme vous, comme chacun d'entre nous. Mais je crois que c'est très important de... Et puis, mon autre gêne à écrire le livre, c'est que quand on parle de chamanisme, ça donne le sentiment qu'on va pouvoir fuir le réel. Il y a toujours la tentation qu'on voit un peu partout de chercher un monde plus séduisant que le monde dans lequel on vit. Alors on appelle ça le monde transcendant, le monde invisible. Les gens voudraient bien vivre des expériences extraordinaires pour échapper aux difficultés ordinaires qu'ils ont dans leur vie, ou chercher des réponses magiques à des problèmes complexes. Et moi, ce que m'a fait comprendre le chamanisme, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'expérience que je fais, c'est que le chamanisme, à l'encontre de ce qu'on prétend, ne nous fait pas fuir le réel, mais entrer plus profondément en relation avec lui. Ça ne nous éloigne pas de la terre, ça nous y ramène. Et donc, voilà, ça me semblait vraiment important, et je ne voulais pas que mon livre induise le comportement inverse. Et puis, le sujet exige beaucoup de prudence, parce que le chamanisme touche à des peuples, des cultures et des traditions qui ont été souvent méprisées, colonisées, caricaturées, et je ne voulais pas participer à cette longue histoire d'appropriation, où l'on prélève quelques idées séduisantes pour les adapter au goût du moment, en oubliant leur contexte, leur profondeur et leur cohérence. Et plus j'avance, plus j'étudie, plus je rencontre des gens... plongé dans ces traditions, plus je découvre la complexité très fine de ces univers. Chaque peuple possède sa propre cosmologie, ses propres rites, sa propre manière de comprendre les animaux, les ancêtres, les rêves et les maladies. Et je crois qu'il faut écrire en ayant bien conscience de tout cela pour faire ça avec beaucoup de finesse. Et en même temps, on peut parler à tout le monde tout en essayant de faire attention à cela. Et le dernier point qui m'a fait hésiter à écrire le livre, c'est que ça oblige à remettre en question beaucoup de nos idées qui semblent indéracinables. Et c'est peut-être la raison la plus profonde. Parce que le chamanisme, nous confronte à une question dérangeante. Et si notre manière de comprendre le monde n'était pas la seule possible? Et pour beaucoup de gens, c'est insupportable. Beaucoup de gens sont convaincus qu'on est les plus intelligents de la Terre, et les plus intelligents de toute l'histoire de l'humanité, que chaque génération avant était un peu plus crétine, et que grâce à des progrès, on est un peu plus fort que tout le monde. Donc là, il y a quelque chose ici qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter la science, la raison ou l'esprit critique, mais reconnaître qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui méritent peut-être d'être écoutées, qu'il y a d'autres manières d'habiter la Terre, d'autres façons de concevoir la relation de l'homme, des animaux, des paysages et du vivant. Et c'est abyssal de parler de cette question. Ça demande un profond travail intérieur. Et au fond, par là, le livre n'est pas seulement un livre sur le chamanisme, c'est un livre qui nous invite à nous demander
ce que signifie qu'être un être humain dans un monde vivant dont nous avons parfois oublié que nous en faisions partie. Et alors, avant de vous donner la parole, je crois que c'est très important de... Voilà, le livre est composé de dire un peu ce qu'il y a dans le livre. Parce que là, je vous ai raconté un peu pourquoi, les doutes. Mais alors, le livre, il est composé de 4 axes. Le premier axe, c'est la question de la transe. Qu'est-ce que c'est la transe? Et pourquoi la transe, c'est pas seulement les images qu'on a d'un chaman qui rentre en convulsion dans des rituels spectaculaires, mais que c'est une expérience assez commune. Donc ça, j'essaie d'expliquer, de montrer, et d'essayer de donner des pistes pour repérer ça, et commencer à percevoir, en tout cas un aperçu de ce que c'est. Le deuxième partie du livre, donc chaque fois fait des exercices, quelques points d'éclairage, c'est ce que j'ai nommé en introduction, cette force de vie en nous. Qu'est-ce qui nous permet de rester vivants, de traverser les épreuves? Pourquoi, quand on a des épreuves, il y a des gens, et des fois nous, on y arrive, et des fois on n'y arrive pas? Parce que c'est comme si on est connecté à une force de vie. Comment on fait? Il y a comme une sorte de rivière qui circule en nous, qui parfois se tarit et parfois se réveille, et on peut apprendre à nourrir cela. Et je parle assez en détail de cultiver cette force que nous, quand c'est figé, on veut comprendre pourquoi. Et le chamanisme doit apprendre comment réouvrir les passages, comment ouvrir les digues. Et je crois que c'est très précieux. Le troisième axe, c'est comment communiquer avec le non-humain. Ça, c'est vraiment un des grands axes de décentrement que nous invite à faire le chamanisme. Et c'est pas facile parce qu'on a tellement l'habitude que c'est nous qui sommes au centre de tout. Et puis la quatrième partie, c'est le pouvoir de guérison. Puisque le chaman a un pouvoir de guérison. Qu'est-ce que c'est? Comment le faire naître en nous? Et dernier point, j'ai voulu faire un cahier pratique plutôt qu'un livre théorique sur le chamanisme. Et pour une raison vraiment très très importante, c'est que je pense que c'est très... Au fond, le chamanisme, on ne peut pas le comprendre. Donc on peut faire un livre, mais ça va être vraiment très difficile parce que ça se traverse. C'est un peu comme nager. Vous pouvez lire tous les livres sur la nage, tant que vous n'êtes pas rentré dans l'eau, vous ne savez pas nager. Donc, et j'avais l'impression que sur le chamanisme, ce qui était le plus utile, c'est d'essayer de montrer comment on peut traverser cette expérience-là. Et je crois quand même le point commun de toutes les traditions chamaniques, en Sibérie, en Amazonie, au Tibet, repose sur la conviction qu'on n'entre pas dans le monde chamanique par la tête, mais par le corps, par le geste, par le son, par le mouvement, par le contact avec ce qui nous entoure. Et donc il y aurait un peu une contradiction de faire un livre théorique sur le chamanique. Et puis la deuxième raison pourquoi j'ai voulu faire un livre pratique, c'est que nos blocages ne cèdent pas par la réflexion. Ça, c'est un peu une de mes grandes convictions. Au fond, c'est pour ça qu'il y a réseau. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait des pratiques. On pratique, parce que je crois que vraiment... je ne crois pas que parce qu'on comprend un problème, ça aide à le changer. On peut savoir depuis des années qu'on manque de confiance. C'est pas ça qui va faire qu'on a confiance. Donc la compréhension, elle tourne souvent à vide. Et je crois que le chamanisme propose non pas d'examiner le blocage, de le nommer, de l'analyser, de remonter jusqu'à ses origines, mais au fond, quasiment de le contourner par un geste, une pratique, qui va agir là où la réflexion ne peut pas agir. Et c'est ça que propose ce cahier. Il ne vous propose pas de mieux vous comprendre, il propose de faire autrement. Et la troisième raison, j'avais envie de faire un livre qui n'est pas un livre qu'on lit le dimanche pour s'élever spirituellement,
mais qu'on emmène avec soi dans le métro. Voilà. Parce que j'avais envie... parce que ce qui est important, c'est les exercices du livre, c'est pas des illustrations d'une théorie, c'est la théorie elle-même. C'est la mise en mouvement. Voilà, c'est... Donc voilà un peu ce que je peux dire comme présentation. Et d'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est le livre que j'écris, c'est pas un livre sur le chamanisme, c'est un livre sur vous, sur chacun d'entre vous, sur ce que vous portez déjà, sur ces capacités qui sont vous, mais que vous avez appris, comme je l'ai dit, on a appris à ignorer, à minimiser, et parfois à avoir honte d'éprouver. Parce qu'en fait, on pourrait dire, toutes ces expériences que j'ai parlé, cultiver la force de vie, en parler avec le... Enfin, on pourrait dire, qui n'a pas parlé à un animal, à ses plantes vertes mais voilà, mais on a un peu honte. Voilà. Donc c'est un peu bizarre. Donc il y a des trucs qu'on sait déjà. Et au fond, c'est ça que j'ai dit. Le livre, c'est pas un livre sur le chamanisme, c'est un livre sur vous, mais sur vous non autorisé. Voilà, au fond, il y a une force de vie qui vous habite, mais on ne vous a pas appris à la nourrir. Et il y a un rapport au vivant que vous sentez. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on le sent bien, cette force de vie. Mais on n'ose pas la revendiquer. Et il y a un pouvoir de guérison qu'on a tous, mais on n'en mesure pas l'étendue. Et donc, voilà un peu pourquoi ce livre existe. Et si vous avez des questions, vous êtes bienvenus, en ligne ou ici. Bonsoir Fabrice, et merci pour votre intervention. Une question assez simple, mais qui amènera peut-être des réflexions. Pourquoi un colibri sur la couverture ? C'est mon éditeur. Là, je dois dire, c'est mon éditeur. Il est très content parce qu'il trouve qu'il va de l'avant. Et donc, il trouvait que c'était le sentiment en lisant mon livre, c'était le sentiment qu'il avait en lisant mon livre. Que ça donnait cette force, cette joie, cette manière d'aller de l'avant. Qu'il voyait presque dans les ailes comme ça le signe de la victoire. Donc il trouvait ça très inspirant et c'était un peu le choc qu'il a eu en lisant le livre. Donc au début, j'étais pas... Moi j'aimais bien l'ours. Mais après, j'aimais bien l'ours. Mais je suis de bonne composition. J'aimais bien l'arbre aussi, mais j'aimais bien l'arbre. Moi, j'aimais bien. Mais il aimait bien ça, et puis c'est important. Un livre, c'est aussi un dialogue avec un éditeur. Mais moi, j'adore l'ours. Voilà, la force de vie, l'ours. Mais bon, mais je trouve que ça disait quelque chose d'assez vrai, d'assez juste. Donc voilà. Mais je suis désolé, il n'y a pas une profonde réflexion de ma part. C'est un peu le hasard. Bonjour et bonsoir et merci. C'est quoi enfin pas la différence, mais disons qu'on parle aussi beaucoup d'hypnose. Et le chamanisme, enfin, comment vous pouvez parler des deux, quels sont les liens Alors, et les grandes différences surtout. Je préfère parler d'abord des points communs. Quand même, la découverte. Alors, on pourrait parler au XVIIIe siècle, la découverte de l'hypnose, Mesmer, comment Hegel en a parlé, etc. Mais on va se centrer au XXe siècle sur Erickson. La grande, qui au fond redécouvre et réinvente l'hypnose, on pourrait dire. Donc Erickson est un Américain
qui découvre, parce que lui-même a une grave maladie et il ne peut pas bouger, il découvre qu'en regardant je crois que c'est sa petite sœur, bouger alors qu'il a une crise de polio qui l'immobilise, il ne peut plus bouger, il comprend qu'en la regardant, il peut induire des mouvements dans son corps et il va regagner de la mobilité. Et il va redécouvrir comment nous avons un pouvoir de guérison en nous-mêmes qui ne passe pas par la conscience et la compréhension, mais qui passe par l'ouverture à d'autres modes. Alors lui, dans son langage, il va appeler ça l'inconscient. Dans le langage de François Roustan, que je trouve des fois plus précis, il va appeler ça une sensorialité élargie. Parce qu'inconscient, il y a toujours le mot conscience, et tout ça, c'est un peu flou. Et donc on pourrait dire que, au fond, l'hypnose revendique l'usage de la transe. Donc le mot transe, qui est vraiment une pratique chamanique importante, qu'on a pratiquée ici, au sein de Réseau, peut-être grâce à l'hypnose, nous semble aujourd'hui moins étrangère qu'avant. C'est-à-dire, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est clair, je n'aurais pas pu écrire le chapitre sur la transe comme ça, aussi librement, détendu, s'il n'y avait pas eu l'hypnose. Et tout ce travail d'Erickson, de François Roustan, non pas que c'est exactement la même, parce qu'il y a plein de transes différentes, mais au moins, ça nous a acclimatés à sortir qu'il y a un seul mode de vie qui est, disons, la transe hypnotique. C'est donc que j'ai une possibilité de me transformer, non pas par ma volonté et par la conscience, mais par une autre modalité de présence au monde. Voilà. Mais après, la transe est dans ce cadre-là. Le monde chamanique a beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas... que l'hypnose ne revendique pas. Comme cultiver la force de vie, et tout un rapport au vivant, entrer en rapport avec le vivant. Même si c'est un peu singulier, parce que François Roustan disait que, au fond, il n'a jamais changé. Quand il avait, je ne sais pas, j'oublie, peut-être 8 ans, il savait exactement le moment où sa mère allait avoir froid et qu'il fallait lui apporter une couverture. Et il dit, au fond, tout mon métier, toute ma vie vient de là. Et il raconte aussi quand il va en Chine, il va en Chine une fois et il fait très beau et un paysan lui dit demain il va pleuvoir. Et il ne comprend pas comment c'est possible. Et le lendemain il pleut. Donc comment les êtres humains ont des capacités de sentir et de percevoir que nous avons, dont nous sommes coupés. C'est ce qu'il va appeler la sensation, la sensibilité élargie. Donc on voit que chez quelqu'un comme chez François, il y a quelque chose de profondément chamanique. Et du reste, son dernier livre va être un livre sur Socrate comme chaman. Donc, voilà, quelques éléments de réponse. Mais je crois que le plus intéressant à votre question, c'est la rencontre aujourd'hui avec le chamanisme est préparée. On sent que le modèle dominant dans lequel qui nous fait tous souffrir, il faut en sortir, et qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte depuis longtemps qu'il faut en sortir. On ne peut pas rester dans ce modèle de destruction du monde, de destruction de la terre, d'enfermement en soi-même, d'enfermement dans la conscience, d'enfermement dans la psychologie. Merci. Il y a des questions en ligne ? Vas-y. Alors, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que la transe concrètement ? Et la suite de sa question, quel est ou quels sont les liens et actes concrets dans la pratique de la méditation, dans Réseau et le chamanisme tibétain ?
Ouh là là, trop difficile. Joker. Ça, c'est la même question ou c'est plusieurs? C'est la même personne. C'est trop difficile. Qu'est-ce que la transe? Ben là, il faut que vous lisiez le livre, parce que j'avais bien conscience quand j'ai dit... Mais là, on ne peut pas. Là, il faudrait faire des exercices, il faut prendre une journée, on fait des exercices, et puis vous découvrez, parce que après, on ne peut pas parler. Ce que j'ai dit, c'est ça que j'ai fait un cahier pratique, et je n'ai pas fait un livre théorique sur le... Donc je propose un certain nombre d'exercices, et puis... et alors après, comment nous faisons ces pratiques au sein de réseau? Ben, il faut venir voir. Il faut venir voir, et on est et c'est un work in progress. On réfléchit à comment intégrer tout ça. Et et je suis sûr qu'avec la publication du livre, de nouvelles idées vont apparaître de comment vivre ça dans notre monde. Il y a une autre question? Bonjour Fabrice. Moi, ma question, c'était un peu comme la précédente, le lien hypnose-chamanisme, mais justement le lien chamanisme-méditation. Parce que j'ai compris qu'il y a un point commun et en même temps, il y a beaucoup de différences. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de différences. Parce que je ne vais pas raconter ici. Ça serait un autre enseignement que je ferai, parce que je vais faire pas mal d'enseignements sur le chamanisme dans les semaines à venir et les mois à venir, et à la rentrée. Donc je raconterai un jour comment la méditation, pour moi, m'a bloqué pour comprendre la transe, pour faire l'expérience de la transe. Donc je raconterai ça. C'est pas la même chose. La méditation, on apprend vraiment à être là, à être présent. Il y a une réunification. Dans la transe, on s'ouvre à d'autres modalités de présence. Donc je dirais que c'est différent. Mais là, j'avais pas du tout prévu de dire ça, mais ce que je crois essentiel, et là j'ai bien conscience que c'est complètement surprenant, mais ce que je crois essentiel, c'est que c'est très important de pratiquer la méditation pour comprendre et rentrer dans les pratiques chamaniques comme les pratiques de transe de manière juste. Et ce que je vois, c'est que faute d'ancrage dans la pratique de la méditation, les gens que je vois en Occident qui essayent de faire des pratiques chamaniques, c'est très difficile que ça ne devienne pas une fuite ou un divertissement. Et une fascination. Fuite, divertissement, fascination. Je crois que la méditation, de ce que je vois, et là je ne parle pas d'un point de vue, théorique, mais que d'un point de vue de constatation, je constate que très souvent, les gens que je vois, même avec des bonnes intentions, qui essayent de faire ces pratiques, manquant d'ancrage dans la pratique, il y a quelque chose qui reste de l'ordre de la fascination et du divertissement. Donc, je crois que c'est très précieux d'avoir les deux. La méditation, ça aide à se poser, à être là, à être honnête, à être intègre, à s'ancrer. Et peut-être que le chamanisme nous aide à rentrer en communication de manière plus fine et profonde avec toutes les dimensions de la réalité qu'on pourrait manquer. Monsieur a une question qui, je sens, est passionnante, brûlante. Oui, merci. Oui, tu parlais de notre relation au monde. Est-ce que dans ta conception du chamanisme, il peut y avoir également un renouvellement de la relation avec son propre corps, c'est-à-dire pas le corps vécu comme un soi solide et perçu d'une façon clinique, médicale, mais de façon à entretenir avec notre corps un dialogue avec toutes les parties qu'il compose, notamment sur des parties qui pourraient par moments être douloureuses ou malades. Ah ben ça c'est évident. Je dirais, bon, déjà, dans le monde chamanique, notre corps n'est pas mon corps limité. Le monde est déjà... parce que tout est en lien. Mon corps est en lien avec le monde. Mon corps est en lien avec les saisons. Mon corps est en lien avec l'environnement. Donc travailler sur l'environnement, c'est déjà travailler sur mon corps.
Donc nous avons un rapport, nous, à un corps extraordinairement mécanique. Mais c'est quelque chose que... Si on essaie de montrer à quel point ça peut avoir des dimensions très profondes. Mais pour rendre ça très simple, tout le monde voit que quand on monte au sommet d'une montagne, on ne sent pas de la même manière que si on va dans une cave. Donc on voit bien que l'environnement transforme nos sensations et notre manière d'être. Mais nous, ça reste un tout petit peu très très superficiel et très pauvre. Et je crois que le chamanisme nous apprend à devenir un peu plus... à cultiver un peu tout ça et voir que c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Donc ton intuition est très juste, ça me semble vraiment considérable. Et au fond, la force de vie, c'est déjà... La force de vie qui est liée au contexte et à l'environnement, c'est la force de vie qui nous anime. Donc on découvre un corps complètement autre que le corps dans lequel nous vivons. La représentation du corps que nous avons aujourd'hui est extraordinairement pauvre et insuffisante. Et c'est très frappant, j'en parle souvent, mais c'est très frappant qu'on ait une civilisation, on parle beaucoup du corps aujourd'hui. En fait, on est complètement à côté, parce qu'on parle d'un corps qui reste complètement un corps mécanisé ou un corps de jouissance, mais ce n'est pas du tout un corps vivant, en lien, en relation, ouvert, vibrant. Et donc on est très handicapé. Je crois que c'est vraiment, je dirais, c'est peut-être le... Je ne sais pas si c'est numéro un, mais dans les raisons principales, je pense qu'il y a vraiment... dans les raisons principales de pourquoi le chamanisme et de nos souffrances, c'est ça, c'est nous avons perdu le rapport... Notre rapport à notre corps est un rapport extrêmement étroit. Les gens ont l'impression qu'ils ont un rapport au corps parce qu'ils vont faire un peu de gymnastique ou un peu de yoga. J'en fais de la gymnastique, alors j'ai rien contre. Mais c'est pas du tout ça. C'est très insuffisant. Ça peut pas suffire. Donc c'est pas une critique, c'est juste insuffisant. Oh, il y a beaucoup de questions. On va prendre juste 2 questions. Oui, allez-y. Je commence. Ouais. Bien sûr. Merci. Merci pour le partage. J'aime beaucoup votre propos parce que moi je connaissais plutôt le chamanisme par le biais de la transe. Alors non pas pour l'avoir vécu, mais pour avoir lu des choses ou vu même au cinéma cette fameuse expérience de Corinne Sombrin, je crois. Oui. Voilà. Et du coup, j'aime bien ce propos comme quoi on peut être tous un peu chaman. J'étais surprise par le fait que, quand vous avez parlé des chapitres de votre livre, ça commence par la transe. Du coup, la question que je me posais, c'est pourquoi ce choix et est-ce que ça pourrait signifier que ça serait la première porte d'entrée pour vous dans le chamanisme? Il y a la transe. Donc, Corinne est une amie et il se trouve que je suis son éditeur et qu'elle est venue enseigner ici, qu'on a pratiqué la transe. Donc, mais à côté de la transe dont parle Corinne, il y a plein d'autres modalités qu'on a tous vécues. Mais Corinne le dit aussi du reste. La transe, on l'a tous vécue. Et d'abord, je crois important de reconnaître ça. Donc j'ai commencé par la transe pour essayer de montrer que c'est quelque chose de plus ordinaire qu'on ne le croit. Essayer de montrer des petits exercices pour nous aider à avoir un aperçu de ça. Là, mon livre, c'est juste un aperçu. Hein. Mais je crois... Et la transe est assez immédiat, puisqu'on voit tout de suite tout ce qu'on croit sur soi et sur son esprit est faux. Donc je pensais que c'était un bon point d'entrée. Dans mon langage à moi, que je maintiens, même si personne, pour l'instant, ne partage mon avis, mais... c'est la mise entre parenthèses du primat de la conscience. Et moi, je crois que ça, c'est fondamental. Pour moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est être libéré de ce diktat de la conscience. Et je crois que c'est ça que j'essaye de montrer. Et moi, pour moi, pour moi, je dis souvent, l'enfer, c'est être enfermé dans la conscience. Et la joie, la liberté,
c'est d'être libéré de la conscience. Et quand un enfant regarde des fourmis en étant fou de joie, il n'est pas dans la conscience. Il y a une sorte d'unité, de synchronicité entre lui et le monde. Ça passe pas par la conscience, ça passe... Et là, vraiment... il y avait François Roustan il disait la même chose contre la conscience. Mais ce que François appelait... voilà, une veille élargie. Je crois que c'est très important. Nous, on vit dans une veille restreinte. Et la transe, c'est dénoncer cette extraordinaire restriction de nos vies et de nos existences. Avec ce point que j'ai dit, qui est absolument central, c'est que nous le savons tous, nous le vivons tous, mais nous n'avons pas le discours qui nous permet de soutenir ce que nous vivons, donc nous dénigrons, nous rejetons, nous refoulons, ou nous avons honte de nos expériences de transe. Et une fois qu'on comprend, par exemple, sans rentrer dans des transes que j'ai appris, entre autres avec Corinne, sans rentrer dans des expériences de transe, comprendre tout ça fait que moi j'aime beaucoup écouter de la musique. Chaque fois que je vais écouter de la musique, eh ben, je change. Je cesse d'écouter de la musique comme je faisais pendant longtemps en écoutant avec ma conscience, et je sors et j'écoute plus avec ma conscience. Franchement, c'est beaucoup mieux. Et on peut faire cette expérience. Et c'est ça que je voulais essayer de montrer. C'est plus simple qu'on ne le croit. C'est ce que j'ai dit à la fin. Vous êtes tous déjà chamans. Vous n'avez pas à l'apprendre. Vous avez à désapprendre ce qu'on vous a appris pour rejeter, parce qu'au fond, le chamanisme, c'est quand même une langue naturelle de l'être humain. C'est pas pour rien qu'on le trouve dans toutes les cultures. Au début, on a considéré que le mot chaman était pour les populations de Sibérie. Même après, on voit qu'il y en a absolument dans toute la surface de la Terre. C'est quand même quelque chose de fascinant. Qui a le micro pour la dernière question ? Madame. Fabrice, tu as parlé tout à l'heure d'appropriation culturelle et d'exotisme. Mais moi, il me semble... j'ai passé mon enfance en Bretagne, à la campagne. Et on vivait en plein dedans. C'est ça, c'est clair. C'était en plein dedans. Et c'est pas très loin, en fait. C'était les années 70. Je peux vous redonner plein d'exemples, plein de détails. Mais moi, j'ai vécu totalement là-dedans. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous ont des parents, des grands-parents, des tas de gens... Surtout en Bretagne. Non, mais c'est clair, parce que la Bretagne gardait quelque chose... de superstitieux, on ne sait pas trop. Non, mais aussi, il y a quelque chose du monde celte, qui était... Les Celtes étaient quand même des chamans. Mais voilà. Donc le monde celte... En plein dedans. Le monde celte est quand même la grande tradition chamanique occidentale. Moi, j'habitais à côté d'un dolmen, ça s'appelait la Roche-au-Fée. Il y avait tous les ans le rituel du solstice d'hiver avec le lever du soleil qui traversait. Et on allait tous voir ça, quoi. C'est clair. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison de souligner ça. C'est-à-dire, je suis content que c'est bien, c'est auspicieux, c'est merveilleux. C'est presque un signe que la dernière question, ce soit toi qui la pose pour parler de ça, parce que c'est exactement ce qui me semble important. C'est, au fond, on le connaît, on a vécu ça d'une manière ou d'une autre, et il faut juste voir que ce n'était pas de la superstition, qu'il y avait un savoir. On nous a fait croire que c'était de la superstition, et c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être un élément de superstition, mais derrière, il y a un savoir extrêmement juste et profond dont nous sommes aujourd'hui coupés, et nous souffrons d'être coupés de ça, de ce rapport à un monde plus vaste, à un monde vivant, à un monde dans lequel un geste peut avoir un impact sur nous. Et donc, je trouve que c'est très important de rappeler ça. Et au fond, c'est très récent qu'on se soit coupé de ça. C'est très récent qu'on soit enfermé dans la conscience. Et il est temps de se libérer de la conscience. Merci infiniment. On peut le retrouver assez facilement. Oui, ben c'est ça. Sinon, si je ne croyais pas qu'on peut le retrouver facilement, je n'aurais pas écrit le livre. Et je crois que c'est pour ça que je trouve que c'est très beau que tu dis ça. C'est pour ça que je dis nous sommes tous un peu chamans. Et j'essaye... Parce que dans notre monde, quand on parle de chamanisme, on ne parle que de
d'une sorte de personne à part, qui a des pouvoirs extraordinaires, et souvent c'est un peu, du reste, un peu louche. Et moi, je voulais montrer l'inverse, je voulais montrer ça, c'est dire exactement ce que tu dis. Mais non, mais au fond, on le sait. C'est très inhérent à chacun d'entre nous. Ben, merci beaucoup. Je suis comblé, je pense que c'est les chamans qui t'ont envoyé ici. Eh bien, merci infiniment.